Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. Alors pour ce numéro d'Eco-Presse, nous recevons sur notre plateau deux journalistes de la presse nationale. Ce sont des consultants, des journalistes spécialisés en économie. Alors je vais commencer par Bamba Mafungwe. Bonjour. Bonjour Émilie. Bamba est journaliste au temps, chef de service économie, Ebony 2012 de la meilleure production en économie et meilleur journaliste de développement décerné par la Banque mondiale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cheikh Kone, bonjour. Bonjour. Cheikh est aussi journaliste à la Tribune de l'économie. Il est par ailleurs le président du réseau des journalistes pour la promotion des PME. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est avec vous, chers confrères, que nous allons échanger sur deux thématiques: les nouvelles réformes dans le secteur de l'emploi et les mesures prises récemment par le gouvernement en faveur des PME. Alors, en ce qui concerne le secteur de l'emploi, des réformes structurelles ont été engagées ça et là par le gouvernement ivoirien. L'on a assisté à la dissolution de plusieurs structures intervenant dans la promotion de l'emploi, dont l'Agence d'études et de l'emploi, l'AGEP, le Fonds national de jeunesse, le Fonds ivoirien de développement des entreprises. Le gouvernement a donc décidé de mettre en place l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes. Alors je vais me tourner vers vous et vous demander quels commentaires portez-vous sur les récentes décisions prises par le gouvernement pour régler la question de l'emploi jeune. Cheikh. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur cette question. Je pense que ce sont des réformes assez intéressantes qui demandent véritablement l'engagement du gouvernement à régler, même si ce n'est pas définitivement, mais à régler en grande partie la question de l'emploi. Parce que c'est une question qui ma foi, durant 4 années, n'a pu véritablement être solutionnée. Et il faut le dire, continuer de le dire, la Côte d'Ivoire enregistre toujours une crise de l'emploi à l'instar de certains d'autres pays. Et cette crise-là, aujourd'hui, il faut essayer de la relativiser un peu. Parce que de 2000 à 2010, il faut dire que la question de l'emploi jeune surtout se posait avec beaucoup d'acuité. Et nous avions en son temps des structures des agences qui se chargeaient de la promotion de l'emploi, qui était quasi inexistante, qui n'avait pas de mission claire, qui se marchait là-dessus. Tout le monde affichait une volonté de régler cette question. Pourtant, on savait l'objectif que tout le monde voulait atteindre, c'était de bénéficier de certains financements de la part de certaines institutions internationales. Je pense que l'un dans l'autre, on a observé de 2000 à 2010 une certaine inactivité, une certaine passivité, un certain laxisme des autorités. Mais depuis 2010, il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques avancées, même si ces avancées-là n'arrivent véritablement pas à juguler le phénomène. Mais il y a quelques avancées, notamment la mise en place la réalisation d'une enquête sur la production de données statistiques sur l'emploi, ce qui manquait à la Côte d'Ivoire. Parce que pour pouvoir travailler sur des réformes assez efficaces, il faut savoir quel est l'existant. L'existant, c'est que le taux de chômeurs en Côte d'Ivoire est assez élevé. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Il y a des chiffres contradictoires, des chiffres des institutions, des chiffres nationaux qu'on donne. Mais la réalité est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de jeunes. La population, la jeunesse qui représente près de 70% de la population, observe un taux de chômage assez élevé. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, pour revenir sur ce que je disais, nous constatons des avancées notables dont le clou est la dissolution de certaines structures, mais aussi la création de l'Agence Emploi Jeune.
Ok, quel est votre regard sur les décisions prises par le gouvernement récemment? Je voudrais, peut-être à la suite de mon confrère Cheikh, dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de structures qui existaient. Je crois savoir que les structures qui existaient depuis 2000, la GEP, la GFOP, puis le FIDEN et autres, c'était des structures qui existaient par le passé. Et la structure qui s'est ajoutée, c'est, je crois, le Fonds national de la jeunesse, qui malheureusement, dans la mise en œuvre, a connu beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés, étant donné qu'on était en période de crise. Je me souviens que cette structure avait été pilotée par un banquier central, je crois à l'époque, qui s'appelait M. Guiblé. Et après, la crise a été confiée par, je crois, M. Madou, je crois qu'on l'appelait. Et après, je pense qu'avec le découpage, la recomposition des portefeuilles ministériels, cette structure a fini, je crois, par prendre un autre nom. Et puis, je crois que aujourd'hui, c'est fondu dans la nouvelle structure qui a été créée. On peut dire que cette structure, peut-être qu'il y avait un souci d'efficacité et de centralisation des activités, de bonne gestion, d'adressage de la problématique de l'emploi jeune. Mais je crains fort que cette structure soit une grosse machine avec les intérêts des employeurs en jeu, comme on dit que dans le conseil d'orientation, il y aura le secteur privé, des partenaires financiers, il y aura l'État. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il va falloir un petit temps pour que les choses se mettent en marche. Et surtout du point de vue financier, c'est un peu ça ma préoccupation. Et il ne faudrait pas aussi que ce soit un instrument créé pour faire politique. Et quand c'est comme ça, quand c'est nouvellement créé, le temps de s'adapter, le temps de se restructurer, de se déployer sur le terrain, ça prend du temps. Donc, quand moi je vois cette agence-là, beaucoup plus opérationnelle en 2016. D'accord. Alors, vous dressez quand même un bilan assez sombre de ce secteur. Pourtant, les experts de l'emploi annoncent un taux de chômage de 5,3%. Pour revenir, avant de répondre à votre question, pour revenir sur l'intervention de mon confrère, moi, je ne voudrais pas me précipiter sur un bilan de cette agence qui dans sa nomenclature, regroupe un peu tous les acteurs, secteur privé, partenaires au développement, l'État. C'est déjà une avancée quand on sait que nos autorités avaient cette fâcheuse habitude-là de se tourner chaque fois, de se tourner chaque fois vers les institutions internationales qui, elles, taillaient sous mesure certains programmes qui n'étaient pas forcément adaptés à nos réalités. J'en veux pour preuve le PGDEC de la Banque mondiale financière à hauteur de 25 milliards. Je pense que là aussi, il va falloir qu'on ouvre le débat un jour pour faire le bilan de ce programme. Et comme je le disais, c'est déjà bon. Moi, je pense que ce sont des signaux encourageants, mais c'est un peu trop tôt de faire un bilan de l'agence qui elle-même vient de lancer 2 programmes, Agir pour les jeunes et Mon passeport pour l'emploi. Agir pour les jeunes qui va octroyer des prêts allant de 100 000 francs, 700 000 francs aux jeunes, près de 2100 jeunes, à hauteur de 1 milliard, plus d'1 milliard, dans près de 10 régions de la Côte d'Ivoire. Il y a également la formation Mon passeport pour l'emploi qui a été lancée, je pense que la semaine dernière, par le ministre Sidi Touré, qui va porter sur plus de 11 000 jeunes. On va leur donner des rudiments pour améliorer leur employabilité, leur demande d'emploi, etc. Je pense que ce sont des programmes assez bons. Mais l'essentiel se trouve ailleurs. Je prends d'abord le cas de Agir pour les jeunes. On constate aujourd'hui l'État octroie des chèques à la faveur des visites du chef de l'État. L'État octroie des chèques à certains jeunes, triés sur le volet, je pense. Des chèques allant de 100 000 à 700 000, sans toutefois toucher la question de la formation. Et ça, c'est essentiel.
Il ne suffit pas de remettre un chèque de 10 millions à un jeune sans qu'on lui ait permis, on a permis à ce jeune-là de bénéficier des rudiments en question sur les questions de l'entrepreneuriat. Je pense quand même que c'est un volet qu'il faut prendre en compte. Et je pense, si votre tribune me permet quand même de demander aux responsables de l'agence emploi jeune de focaliser leur mission sur la formation. Oui, revenons sur le taux de chômage qui est estimé à 5,3%. Oui, comme le disait tout à l'heure le confrère, quand je vois les chiffres, souvent ça m'amuse beaucoup. Il y a trop de contradictions. Vous voyez, il y a de cela 2 ans, je crois que sur ces mêmes plateaux, lorsque nous disions qu'il y avait des faux chiffres, je ne veux pas faire polémique, il y avait des faux chiffres, on nous disait qu'on en faisait un peu trop, hein, c'était de la fiction. Mais la Banque mondiale a fini par donner raison à la presse, à des journalistes en Côte d'Ivoire. L'ex-AG, comment on appelle, AGEP, annonce 5%. Le ministre d'État Dousso Moussa parle jusqu'à de 9%. Mais attendez, qui je prends au sérieux? Qui je prends au sérieux? La tutelle, je crois. Ou bien, je ne sais pas, aujourd'hui, et le responsable de l'observatoire, M. Fouabi. Et regardez la différence. Et souvent, c'est en quelques semaines. Je viens de parcourir un peu les résultats préliminaires de RGPH 2014. Et vous dit qu'il y a un flottement de 8000 individus qui sont passés au final femmes, excusez-moi, entre griffes. Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il faudrait qu'on mette de l'ordre dans tout cela. Et comme il a dit, il ne faudrait pas que ces initiatives que nous voyons ressemblent un peu à ce qui s'est passé, le cas du FIAC, à l'époque de Bernard Abdadi-Zaourou, le ministre de la Culture. On allouait des crédits à des journalistes. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été à la suite. Quand il s'agit de faire le bilan, bon, c'était zéro pointé. Oui, chef. Je voulais rebondir un peu, oui, sur la dissolution de ces structures et la création, la mise en place de l'agence emploi jeune. Comme l'a dit Bamba, il ne suffit pas de créer, de dissoudre, de recréer et de dissoudre. Qu'est-ce que véritablement, quelle est la vision de l'État? Je me rappelle comme ça que avec l'AGEP, je discute avec un des cadres de l'AGEP. Il se trouve que l'institution qui a été après traitée de tous les noms, qui a été traitée qui manquait, on la taxait de manquer d'inactivité, de manquer d'activité, de réactivité, etc. Il faut dire que le personnel qui était déjà un nombre insuffisant au niveau de l'AGEP préfinançait parfois des missions qui souvent n'étaient même pas remboursées. Il y a également l'inexistence même de subventions pour assurer, comment on appelle ça, le pécule qu'on devait remettre aux chômeurs. Il y a des dispositions en interne au niveau de l'AGEP. Alors, moi, je me pose la question, c'est tout beau de créer une nouvelle agence qui est aujourd'hui comme un guichet unique, mais clairement, quel est le contenu? Quel est le contenu de cette agence? Justement, vous qui avez suivi les dernières activités du ministre Sidi Touré, est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques détails sur le mode de fonctionnement de cette agence? Bon, je pense que le mode de fonctionnement n'est pas clairement défini. Il y a un conseil des ministres, un programme spécial qui a été lancé sous l'impulsion du ministre Sidi Touré pour créer le plus tôt des petites poches d'emploi, notamment avec la remise des chèques, avec la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, Bamba. Beaucoup reste à faire pour cette agence qui a pour ambition de créer 150 000 emplois salariés de tous secteurs confondus. Je voudrais revenir sur le chiffre. Je crois que ça m'amuse parce qu'avec beaucoup de contradictions, aussi bien entre l'ex-AGEFOP et puis le ministère de l'Emploi. Le chef de l'État a dit dans son discours à la nation qu'il y a eu 1 300 000 emplois qui ont été créés en 5 ans. Je
pense que, bon, peut-être que si on regarde bien, il avait dit 200 000 par an. Ça fait bien 1 million. Donc, avec 1 million 300, bon, c'est des chiffres. Hein. Et hier, lorsque je préparais cette émission, j'ai demandé à un agroforestier, qui est ils sont dans l'agroforesterie, qui sont quand même au niveau du patronat, des gros employeurs. Est-ce que ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais bon, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, si c'est dans le monde rural, il s'agit de quoi au juste? Il y a problème. Je pense que quand tu demandes aussi à des personnes sûres au niveau du patronat, tu dis, ce chiffre-là, il y a débat. Donc ce que moi je voudrais, c'est de s'asseoir très sincèrement, demander au secteur privé qui fait beaucoup déjà pour la création d'emplois chaque année, voici ce que nous vous proposons en termes peut-être au niveau de la fiscalité. Si vous arrivez, faites la promesse de prendre peut-être chaque année, recruter peut-être 10 personnes. Voici ce qu'on vous fait peut-être en mise en stage ou bien même, mais qu'on vienne dire qu'il y a tel projet et qu'il y a un ministère qui, à l'occasion d'une visite d'État, va venir donner des chèques, ça peut être une mise en scène, non? Hein, des chaînes, on remet des chèques et puis après, écoutez, on a vu ça dans ce pays. Il y a un ministre qui allait une remise des clés et puis après, on nous a dit ce qui s'est passé, c'est pas fameux. Ce que moi je souhaiterais qu'il faut adresser, aussi bien avec des structures comme la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, qui fait du bon travail, qu'avec l'université, les universités ivoiriennes, l'université de Cocody ou bien de Bouaké et autres, avec le secteur privé, je crois qu'il y a un think tank à l'intérieur, en interne, qui arrive à faire de bonnes propositions, dit voici ce que nous voulons. Le secteur privé a proposé, je crois, sa prospective, qu'on appelle 2040. Mais l'État peut dire oui, c'est vous qui avez proposé, qu'est-ce que vous mettez dedans, qu'est-ce que nous on peut faire en termes de fiscalité, en termes d'avantages au niveau des entreprises. Mais quand un ministre même dit, bon, peut-être dans cet emploi créé, il faut parler de ceux qui font le garba, ils gagnent l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Peut-être que ça peut paraître salissant pour des jeunes Ivoiriens, mais les gars gagnent beaucoup d'argent dedans. Vous voyez ceux qui sont souvent dans les boutiques là, ils commencent un peu par là, ils deviennent des vendeurs d'igname, et ensuite, hein, ceux qui viennent des travailleurs saisonniers venus du Niger et autres. C'est bon, mais malheureusement, on peut moderniser ça. Ça peut être sûr. Mais la Côte d'Ivoire qui se veut émergente, qui aspire à l'émergence en 2020, ne peut pas se faire, ne peut pas être fier d'avoir des cabinets maîtrisards, des vendeurs de garba maîtrisards, même si celui qui a inventé peut-être comment on appelle ça, McDonald's, excusez-moi, je n'ai pas fait de position, peut-être est parti tout petit, il s'est retrouvé aujourd'hui en multinationale et que peut parler de ce produit libanais que nous consommons bien ici, hein, le shawarma, on voit les gars, ils viennent, mais ils gagnent de l'argent dedans. C'est des trucs à restructurer, à adresser normalement avec le secteur privé. Il y a des grands managers en Côte d'Ivoire. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller à la CAPEC, ça, on fait quoi? On peut aller à l'université, demander à des enseignants. Il y a des gens petits de talent, des bons gestionnaires, des bons managers, de bons concepteurs, mais ils sont là pour une raison, pour une autre, ils sont à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que, comme moi je le dis, j'espère bien que nous allons traverser une zone de turbulence, tout va bien se passer, et qu'en 2016, qu'on dise à un patron, oui, toi, dans ce secteur, tu as fait fortune, voici, qu'est-ce que tu veux proposer pour tes jeunes frères? Voici des jeunes, moi, sur ce point-là, ça, je vais être honnête, je ne me gênerai pas pour la préférence nationale. Les jeunes Ivoiriens peuvent faire de bonnes choses, qu'on leur dise, s'il n'est pas salissant. Si on peut aller en France pour être plongeur, laveur d'autres choses, pour avoir de l'argent, avec... mais, excusez-moi, je ne veux pas être... mais quand on dit garba, hein, ça fait attiquer. C'est de l'attiquer, là, la semoule de manioc, là, on ajoute un peu de poisson. Moi, je me souviens, lorsque nous étions à la cité universitaire de Yopougon, nous avons des parents, appelons-les comme ça, qui venaient du Cocody, des étudiants qui venaient du Cocody, qui allaient manger, acheter du garba de M. Eugène, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, à la cité universitaire de Yopougon. Et ce monsieur était très bien connu. Et même, je crois que dans son entourage, il avait commencé à
entraîner avec lui des étudiants. On peut le faire. Rendre le métier plus potable, ça va générer des milliers, des centaines d'emplois. Pourquoi pas? Et puis après tout ça, il faudrait qu'on mette de côté un peu les histoires politiques là. Si les Américains disent American First, on dit aussi Ivorian First. Yes. Au niveau de l'emploi. Yes. Hein? On travaille, bien sûr, dans un contexte de mondialisation, on ne peut pas se fermer, mais qu'on dise voici ce qu'on peut faire ensemble. Celui qui est d'un pays de la sous-région vient avec son argent, l'Ivoirien a son idée, le technicien de froid qui maîtrise le froid industriel qui vient d'un pays occidental arrive ici, nous mettons ensemble les expertises et puis on se... Okay. Alors nous allons terminer maintenant avec les efforts remarquables qui ont été entrepris déjà. Il y a eu la politique nationale de l'emploi qui a été adoptée par le gouvernement le 7 juin 2012. Les programmes d'insertion jeune tels que le PGDEC, le CDD, qui ont eu quand même des résultats escomptés. Ça, il faut le dire, Cheikh Kone. Oui, c'est clair qu'il y a eu un tissu de jeunes qui ont pu bénéficier de ces programmes-là. Mais le nombre de jeunes encore sur le carreau est assez important. Quand on fait le ratio, je pense quand même qu'on ne devrait pas s'enorgueillir. Je pense quand même qu'on devrait... Oui, mais il y a eu quand même des avancées dans le domaine. Bien entendu qu'il y a eu des avancées. Bien entendu aussi que certains jeunes, comme je l'ai dit, ont bénéficié de ces programmes. Mais il faut toujours inciter nos gouvernants à aller beaucoup plus loin. C'est de cela qu'il s'agit, comprenez. Parce que nous savons que dans nos États africains, le favoritisme est notre plus grand sport, comprenez. Et nous savons aussi comment se fait souvent ces sélections. Alors, pour une question de transparence, je pense qu'il est important de rendre ces programmes-là accessibles à tous. Parce que nous avons certains jeunes qui sont dans des contrées assez reculées, qui n'en bénéficient pas. Pourtant, ont quand même un background assez important. Donc, ces résultats sont bons, ces avancées sont notables, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, je pense. On peut faire mieux, je pense. Donc, l'agence emploi jeune a beaucoup à faire. Bien entendu, bien entendu. C'est à l'image même de toute la société entière. La Côte d'Ivoire est en pleine refonte. Hein. Donc, je pense que la question de l'emploi, qui est une question essentielle, est au cœur de tous les enjeux. Au cœur de tous les enjeux. Et moi, je me suis dit une chose. L'État le gouvernement pouvait copier ce qui est fait ailleurs et qui produit quand même des effets à un certain échelle. Par exemple, la réforme du pacte social en France et dans certains d'autres pays où on fait des facilités aux entreprises, au secteur privé afin d'absorber des diplômés chômeurs. Je parle des diplômés chômeurs. Et créer encore d'autres mécanismes pour des diplômés, pour des chômeurs non diplômés. Et je pense que si l'engagement est affirmé, si la vision est claire, si les objectifs sont fixés, il n'y a pas de raison qu'on ne dépasse ou on ne multiplie ces chiffres produits grâce à ces programmes qui ont été mis sur pied. C'est ça. Nous allons terminer avec Mamba sur ce point. En ce qui concerne la nouvelle structure qui a été créée, c'est une belle initiative que de rassembler toutes ces forces et expertises sous la même coupole. Mais je reviens pour dire que je crains fort que ce soit une grosse machine qui risque de prendre son envol que d'ici peut-être 1 an. Vous voyez, quand on met en place ce genre de structure, il y a celles qui existaient ont été dissoutes pour une raison ou pour une autre. En interne, on reverse tout le monde dans la même assiette.
qui a donné un panier, un panier à crabe. Et quand c'est comme ça, il faut aller vite. Comme on le dit, le gouvernement va mettre en place un conseil d'orientation, je crois. Et il faut que ce conseil d'orientation adresse sérieusement les dossiers et les questions de l'emploi jeune. Je regardais tout à l'heure, même si je ne suis pas d'accord avec ces chiffres-là, mais que nous avons 77% de la population ivoirienne est jeune. Je fais partie de peut-être moins de 15 ans jusqu'à 34 ans. Et quand il s'agit de ceux qui ont plus de 15 ans et 34 ans, on a plus de 8 millions. Et en dessous, je crois qu'il y a 9 quand on fait chose, c'est quand même élevé. Pour une population de plus de 22 millions d'habitants, ça veut dire que l'emploi, la problématique de l'emploi jeune est à adresser avec beaucoup de choses. Vous voyez ce qui se passe. Hier ou avant-hier, on nous a appris que le phénomène des microbes a refait surface au niveau de Yopougon, mais c'est lié en partie à ces problèmes de non-emploi. Même, on peut aller même au-delà. Les profs faciles, c'est quoi? Quelqu'un qui est bien formé, quand on lui dit moi je te propose telle somme, voici ce que tu peux faire avec. Mais on réfléchit, l'intellectuel qui est à la maison là, il passe tout son temps à réfléchir. Et quand il sait qu'il est au bout du désespoir, qu'on peut lui faire des promesses mirabolantes, il peut se retrouver du côté de, bon, je ne vais pas citer des noms, suivez mon regard et faire souvent des bêtises. Et c'est dans ce secteur-là souvent des jeunes diplômés qui ne travaillent pas que les promoteurs du djihadisme là font souvent beaucoup leur recrutement. Je voudrais parler sur le contrôle d'un ministre de la sous-région, ministre du plan de développement d'un pays de la sous-région. Et je pense que le 10 ans, lui qui est à la proximité du Nigeria, vous voyez de quel pays je veux parler, un pays francophone, et il sait de quoi il parle et il va prendre au sérieux. Ce que je voudrais dire, il faudrait que les Libanais se disent assez de politique, on a assez fait de politique politicienne, il faut penser développement. C'est avec cela, avec toutes les expertises, qu'on pourra en fait mettre en œuvre ce que le secteur privé ivoirien a proposé, perspective, je crois, Côte d'Ivoire 2040. Voilà. Merci beaucoup. L'agence Emploi Jeune, c'est vrai, veut être une référence dans la facilitation de l'insertion professionnelle. Espérons que cette agence fera face aux défis que constitue le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Alors nous allons tout de suite aborder le deuxième thème sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement en faveur des PME. Le jeudi 16 juillet 2015, au 20e étage de l'immeuble Siam, 4 ministres conduits par Abdourahmane Cissé, ministre du Budget, ont fait l'annonce d'une batterie de mesures en faveur des PME visant à les rendre dynamiques afin de prendre une part beaucoup plus importante dans la relance économique du pays. Alors avec vous, chers confrères, nous allons rappeler ces 5 mesures qui ont été prises en faveur des PME. Je vais commencer par Bamba. Peut-être pas cité dans l'ordre, mais je sais que désormais le verrou de 30 millions qui un marché public qui coûtait peut-être de 30 millions, il fallait faire un appel d'offres, je crois que désormais sauté et ça va plus accélérer les processus d'exécution, de mise de fonds et de financement de certains projets. On éliminait, je crois, comment on appelle cette histoire de cet aspect de fonds, démarrage et autres, je crois, de tout ça. Mais je pense que c'est intéressant, c'est intéressant. Sur le papier, c'est très bon. C'est des mesures, on saute le verrou, on permet de ne pas déposer, je sais pas quoi, une garantie, oui, avant de démarrer. Et l'État qui propose désormais qu'il faut accorder 30% de ses commandes, la commande publique au PME local. C'est bien beau tout ça, mais je voudrais faire beaucoup attention. Vous voyez, ça donne plus de facilité peut-être à certains ordonnateurs, mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il ne va pas s'agir là peut-être aussi de financer d'une manière ou d'une autre des sociétés qui fondamentalement, le DG désormais peut faire, certains ordonnateurs peuvent faire ce qu'ils veulent facilement. Donc,
ce que je souhaiterais, comme l'a dit certains ministres, et nous allons vérifier cela au fil du temps, il faut contrôler ce qui sera fait. Contrôler les marchés qui seront exécutés, le montant et tout ça. Il ne faudrait pas que nous propose un peu faire du vieux avec du neuf avec du vieux. Il ne faudrait pas aussi que ce soit de voies de contournement pour financer certaines sociétés écrans. Et quand on sait qu'il y a certains DG, nous sommes en Afrique, qui sont quand même des pourvoyeurs de fonds pour certaines pour la région, pour le village, pour le canton, il faut beaucoup faire attention pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Et moi, je salue ça, tout comme l'a salué d'ailleurs le représentant du secteur privé qui était à ce jour, le directeur général de la FNICI, Louis Amédée. Mais j'attends de voir que les choses se concrétisent sur le terrain et que le quota de 30%, ou bien le taux de 30% dont on parle, soit la réalité. Parce que le problème, c'est quoi? Par moment, quand les multinationales ont souvent finance, par exemple, il faut appelons un chat un chat. Si la France finance un projet de CDD, je vois mal peut-être la France soutenir qu'on donne ce marché à une entreprise qui n'est pas française. On aura préféré peut-être Bouygues, on aura préféré, comment on appelle, France Télécom et autres, que de préférer une entreprise du monde arabe. Ben, dans tous les cas, ces multinationales ont des filiales en Côte d'Ivoire. On peut peut-être, ils ont un marché, ces entreprises vont vouloir donner à leurs filiales. Je pense qu'il va falloir contrôler tout ça. Quand on dit un taux de 30% au PME local, il faut que ce soit véritablement des PME locales. Chef Kouné. Oui, je suis d'accord avec ce que Bamba a relevé. Moi, comme je le dis, ce sont de très bonnes mesures qui, ma foi, nous ramènent presque au Small Business Act à l'américaine, avec la préférence nationale. Il y a un peu de ça dedans. C'est déjà bon. Comme l'a relevé Bamba, il faut que ces mesures sur papier puissent être véritablement contrôlées sur le terrain et que les quotas qui ont été dits puissent être respectés au cours de la passation de ces marchés publics. D'accord. Alors, malgré ces mesures, les PME sont toujours confrontées à des difficultés telles que le manque de compétitivité, l'accès au financement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Dans certains pays sont dotés de fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises. Et ces fonds-là permettent à ces petites et moyennes entreprises d'être compétitives en dehors de leur pays. Je sais qu'au Burkina Faso, il existe ce genre de fonds qui permettent à certaines PME de bénéficier d'un apport pour pouvoir participer à des appels d'offres au plan sous-régional, etc. Ce n'est pas encore le cas ici, quand bien même le secteur privé se débat avec la CGC qui a mis en place un fonds de garantie. Je pense, si mes informations sont exactes, un fonds de garantie de près de 5 milliards. Je pense que l'État pourrait faire mieux parce que ce fonds de garantie-là a pour avantage d'aider les petites et moyennes entreprises à être beaucoup plus compétitives. La compétitivité aussi se joue au niveau même de la culture managériale de ces petites et moyennes entreprises qui souvent sont gérées comme des boutiques de marché, et ce qui n'est pas fait pour les rendre très compétitifs sur les marchés. Dans certains pays anglo-saxons, l'organisation des PME est faite de telle sorte qu'elles rivalisent avec les grosses entreprises, et ce qui n'est pas encore le cas dans nos pays, et donc il faut véritablement remédier à ce genre de situation. Pour ce qui est de l'accès au financement,
le banquier, sa première activité, c'est d'octroyer des prêts. Si la question du financement revient toujours sur la table de discussion, c'est bien entendu parce qu'il n'y a pas de garantie fiable pour que le banquier puisse être rassuré, je pense. Et notamment en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le système d'adressage. Pour localiser même quelqu'un, on se perd à dire telle entreprise, vous arrivez à tel quartier, Cocody, Angré, vous passez à gauche, il y a un gros arbre quelque part, il n'y a pas de système d'adressage. Donc vous faites des prêts à qui? Donc il faut régler ce genre de, il faut régler tous ces problèmes-là, parce que le banquier, ce n'est pas un philanthrope. Il ne va pas donner son argent pour ne pas rentrer dans ses fonds. Donc la question des financements dépend tout aussi de tous ces paramètres. Il faut les prendre, mais il faut que l'environnement de ces petites et moyennes entreprises, avec un fonds de garantie, avec des dispositions réglementaires qui pourront permettre à ces petites et moyennes entreprises de véritablement être dynamisées. Je pense que c'est ce que je pense. Merci. Oui, Bamba. Je voudrais, à la suite de Cheikh, dire que, comme il a dit, le banquier fait du crédit, certainement à un promoteur, mais en retour, il voudrait rentrer dans ses fonds et quand même faire des intérêts. Mais une fois que ces entreprises ont fini de travailler certainement pour l'État, payer et que l'ouverture du marché, la mise en place de l'ouverture des chantiers et autres, le petit fonds qu'il a est souvent épuisé. Le pauvre entrepreneur va souvent mettre en garantie son petit patrimoine. Ça devient difficile. D'accord. Ouais. La question de l'indemnisation des PME reste toujours d'actualité. Cheikh Koné. Oui, c'est une question majeure. Hein. C'est aussi une promesse. C'est aussi une promesse. Et il y a une satisfaction, il y a le début d'une satisfaction au niveau des victimes de la crise post-électorale. Je pense que il serait intéressant de poursuivre avec les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'être indemnisées. Parfois, il est vrai que on ne pourrait pas parler de poids de mesure parce qu'il y a les petites et moyennes entreprises françaises qui ont bénéficié d'une enveloppe de 6 milliards dans le cadre de l'indemnisation des entreprises qui ont subi certains effets collatéraux en 2004. C'est vrai que ça ne rentre pas forcément dans le même cadre avec la crise post-électorale, mais il faut quand même que l'État songe à procéder au démarrage de l'indemnisation de nos petites et moyennes entreprises. C'est vrai, il y a eu quelques abattements fiscaux qui ont été faits au lendemain de la crise post-électorale, puisque juste après, nous avons subi, ces entreprises-là ont subi une pression fiscale qui ne dit pas son nom. Donc, je pense que l'heure est à l'indemnisation. Il faut qu'on passe à cette phase-là pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises ivoiriennes dans leur grande majorité, parce que c'est plus de 1000 milliards qui ont été la Côte d'Ivoire, les entreprises ont enregistré près de 1000 milliards de pertes à la suite de la crise post-électorale. C'est beaucoup. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME ont mis la clé sur le paillasson. Beaucoup n'existent plus aujourd'hui. Et quand on demande une contribution du secteur privé à hauteur de 60% dans le grand projet d'investissement, il faut quand même se dire qu'on a besoin d'avoir un secteur privé fort, avec des leviers assez solides. Alors, quelle réforme pour les PME ivoiriennes? Quelle réforme pour les PME ivoiriennes? Je voudrais réagir en 2 minutes. D'abord sur l'indemnisation. Pour être plus précis, voici ce que Congo Kwasi, qui est vice-président de la CGCI, disait. Il dit: au cours de la crise post-électorale, ce sont 238 entreprises et 3 groupements professionnels qui ont subi des pertes et que l'on chiffre à 568 milliards de francs CFA et en termes de dommages 200 milliards qui n'ont fait aujourd'hui l'objet d'aucune indemnisation. Face à la situation, avec la tension qui s'annonce, je demanderais qu'on sécurise aussi bien ces entreprises-là des sites de production
pour ne pas revivre ce que nous avons vécu durant la crise post-électorale. Votre deuxième préoccupation, c'était... C'est sur les réformes. Les réformes pour les PME ivoiriennes. Avant qu'il y ait une véritable réforme, il y en a eu, hein, avec la redéfinition des PME. Je crois que c'est maintenant 1 milliard de chiffre d'affaires, 200 employés déclarés aussi à la CNPS, tenir normalement une comptabilité sur au moins une année budgétaire. Il faut aussi, il y a aussi la micro-entreprise, la petite entreprise. Il y a une bonne définition. Je pense que c'est bien. Tout cela, c'est des tests qu'il faut savoir appliquer. Ça va aider certainement l'État à collecter le plus d'impôts, même si celui qui collecte l'impôt, comme on le dit dans la Bible, là-bas, ne plaît pas à tout le monde. Et ce que je voudrais dire aussi, on a souvent des micro-entreprises qui font les mêmes choses en même temps. Hein? Chèque fait peut-être blanchisseur, moi j'ai une blanchisserie, chèque a une blanchisserie, Émilie a une blanchisserie, on fait la même chose. Mais si moi je faisais l'emballage des habits et que l'autre faisait, qui avait les machines, l'autre proposait peut-être les produits pour laver cela, et qu'il y a un qui dit non, moi j'ai la logistique pour déposer les produits chez les sociétés qui nous envoyaient leurs produits. Nous allons être forts avec diverses expertises. C'est ce qu'on dit chez nous. Vous voyez le balai, l'image du balai. Ensemble, là, les brindilles des balais, on ne peut pas les casser. Mais quand tu prends, tu tires une tige dedans, tu peux la casser facilement. Donc, c'est fort, c'est réuni, regroupé, avec beaucoup d'expertise, avec beaucoup de moyens, que ces entreprises, les PME-là, seront forts et pourront, dans le cadre de la réforme, souvent imposer des points de vue aux décideurs, c'est-à-dire à l'État. Sans le faire, si ce n'est pas le cas, on n'ira nulle part. Voilà, c'est sur ces notes que prend fin cette émission qui avait pour invité Bamba Mafungwe, journaliste au temps, Cheikh Kone, journaliste à la Tribune de l'économie. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique, et portez-vous bien.